Quitter un soldat stérile comme toi a été la meilleure décision de mon fils. Regarde, sa nouvelle femme vient de donner à l'héritage des Vance un héritier mâle parfait. » La voix impérieuse d'Eleanor, mon ex-belle-mère, a résonné de façon perçante à travers le gala. Elle a ricané avec mépris, regardant mon uniforme lourd de médailles comme s'il s'agissait d'un vulgaire déchet. À côté d'elle, Chloé, la meilleure amie qui m'avait volé mon mari, se tenait fièrement, tenant le bébé dans ses bras. Pendant 6 ans, j'avais ravalé l'humiliation d'être étiquetée par le monde entier comme une femme défectueuse. Mais mon rythme cardiaque n'a même pas vacillé. Passant doucement mon pouce sur le bord de mon ruban d'action au combat, j'ai regardé droit dans ses yeux triomphants, et j'ai souri froidement. « Croyez-vous vraiment à cette mascarade, madame ?» Le sourire d'Eleanor s'est soudainement figé. Elle n'avait aucune idée que la montre à mon poignet avait déjà lancé son compte à rebours. 5 minutes plus tard, les portes de la salle se sont ouvertes à la volée. Un marine est apparu, portant quelque chose d'assez puissant pour réduire leur fier empire en cendres. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé, prenez un instant pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, mais uniquement si l'histoire résonne en vous. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. Le tic-tac rythmique de la montre en diamant à mon poignet, dans ce tribunal, ne comptait pas seulement les secondes avant la destruction d'Eleanor. Il a violemment ramené ma mémoire 6 ans en arrière. Vers le balancier lourd et moqueur de l'horloge de parquet, dans le bureau de notre domaine. À l'époque, je n'étais qu'un officier de renseignement subalterne, bien avant que les médailles n'alourdissent ma poitrine. J'étais assise en face de mon ex-mari, Arthur, dans cette pièce étouffante. L'air était épais, chargé de l'odeur de son bourbon hors de prix. Un single malt de 20 ans d'âge, qu'il se servait chaque soir comme un rituel, pour rappeler à tous les habitants de la maison qu'il était un homme au goût raffiné. Un homme appartenant à une dynastie. La tension tacite de 2 années de tests de grossesse négatifs planait entre nous, comme une arme chargée. J'ai fait glisser prudemment une pile de brochures sur papier glacé, provenant de cliniques de fertilité, à travers le bureau en chêne massif. Gardant une posture droite, d'une voix basse et disciplinée, j'ai suggéré que nous passions tous les deux une évaluation complète. Je ne jetais la pierre à personne. Je cherchais une solution tactique à notre blocage biologique. De la même façon que j'aurais évalué un échec opérationnel sur le terrain, en isolant les variables, et en éliminant les inconnus. Dans le coin de la pièce, ma soi-disant meilleure amie, Chloé, se limait les ongles avec agressivité. Le bruit de grattement aigu tranchait le silence rythmé par le tic-tac. J'ai remarqué qu'elle levait les yeux de sa manucure. Son regard brûlait de ce ressentiment profond et familier, qu'elle nourrissait à chaque fois que je m'affirmais. 1 an plus tôt, lors d'un gala de la Navy, j'avais reçu une citation devant 200 officiers, pour avoir dirigé une opération de renseignement en territoire hostile. La salle entière s'était levée. Chloé s'était tenue au dernier rang, serrant sa coupe de champagne si fort que ses jointures en étaient devenues blanches, la mâchoire verrouillée. Elle regardait chaque officier en tenue de cérémonie blanche, saluer une femme qui avait gagné quelque chose que ses sacs à main de créateur, et son ascension sociale, ne pourraient jamais acheter. Elle n'a jamais pardonné à l'uniforme d'imposer le respect dont elle rêvait tant. Assise dans ce bureau, elle n'était pas là pour me soutenir. Elle attendait l'explosion. Arthur n'a même pas regardé les brochures. Il m'a fixé comme si je venais de braquer une arme sur lui. Sa façade politique s'est instantanément effritée. Le sénateur charismatique au sourire éclatant, qui embrassait des bébés lors des meetings et serrait la main des vétérans pour les caméras, a laissé place à un narcissique fragile et terrifié. L'idée même que sa génétique puisse être autre chose que parfaite, le pétrifiait d'horreur. Il a violemment abattu sa main sur le bureau en chêne. L'impact a fait éclabousser son bourbon hors du verre en cristal. Le liquide ambré s'est répandu sur le bois poli, imbibant le bord des brochures. La génétique de la famille Vance n'est jamais en cause, a-t-il beuglé. Sa voix dégoulinait d'un venin défensif, tandis qu'il pointait un doigt tremblant droit sur ma poitrine. Derrière lui, l'horloge de parquet tic-taquait bruyamment, indifférente, égrenant les secondes d'un mariage déjà mort. J'ai eu un mouvement de recul instinctif, et ma retenue tactique a immédiatement pris le relais. J'ai serré les dents, ravalant la réplique cinglante qui me brûlait la gorge comme de l'acide. Tout mon instinct me hurlait de riposter, de plaquer ma logique médicale implacable sur ce bureau imbibé de bourbon. Mais on m'avait entraîné à encaisser les tirs hostiles sans broncher. Près de la porte, se tenait David Rossi, un officier collègue qui était venu au domaine sous prétexte de discuter d'un briefing du Pentagone.
Les yeux de Rossi se sont baissés vers le sol à la seconde où Arthur a explosé. Il avait désespérément besoin des soutiens politiques d'Arthur pour obtenir un poste prestigieux de liaison au Pentagone. Ce poste était un tremplin, pour s'extirper de son milieu de la classe moyenne inférieure, qui le hantait comme une ombre qu'il ne pouvait jamais distancer. Au lieu de soutenir un collègue officier, Rossi fixait ses chaussures cirées. Il choisissait activement la lâcheté, pour sauver sa propre peau. J'ai pris note de son silence. Je l'ai classé dans un coin de ma tête. J'ai choisi le silence d'un bon soldat. J'ai encaissé le coup pour l'équipe. Le lendemain matin, avant même que le soleil n'ait complètement pointé à l'horizon, j'ai conduit moi-même jusqu'à l'hôpital militaire. Pour y subir une batterie complète de tests invasifs. Je me suis assise seul dans la salle d'attente aseptisée. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, alors que je fixais les murs blancs qui sentaient le désinfectant, et l'indifférence institutionnelle. De l'autre côté de la pièce, une jeune épouse de militaire serrait la main de son mari. Tous les deux nerveux, mais tous les deux ensemble. J'ai baissé les yeux vers la chaise vide à côté de moi. Je me suis convaincu que c'était un sacrifice nécessaire pour la famille. De la même façon que je m'étais convaincu que chaque nuit blanche en déploiement était un sacrifice nécessaire pour le pays. Les résultats sont revenus parfaitement clairs. Mon corps fonctionnait de manière irréprochable. Chaque hormone, chaque numération, chaque scanner, parfait, selon les manuels. J'ai senti une véritable vague de soulagement m'envahir. Je supposais qu'Arthur serait ravi. Nous avions éliminé une variable. Je pensais qu'il accepterait de se faire tester à son tour, maintenant que j'avais montré l'exemple. Mais j'étais naïve. Ce que j'ignorais à l'époque, des détails que je ne déterrerais que des années plus tard, par le biais de canaux de renseignements classifiés et grâce aux aveux d'un homme brisé, c'est que pendant qu'on me piquait avec des aiguilles à l'hôpital militaire, Arthur se faufilait dans la ruelle arrière d'une clinique privée discrète, à l'autre bout de la ville. Et David Rossi était juste là, avec lui, montant la garde à l'entrée de la ruelle comme un chien obéissant. Ses yeux balayaient la rue, à la recherche de journalistes ou de quiconque pourrait reconnaître un sénateur d'État, se glissant par une porte latérale non indiquée. Le médecin privé, un homme nerveux aux cheveux clairsemés, qui devait une faveur à la famille Vance pour avoir étouffé une plainte pour faute professionnelle, a remis une enveloppe scellée avec des mains tremblantes. Il jetait des regards furtifs dans la ruelle, comme si les murs eux-mêmes pouvaient parler. Rossi a vu les doigts d'Arthur trembler en déchirant le sceau. Le papier à l'intérieur portait un seul diagnostic dévastateur, imprimé avec une encre noire froide et clinique. Azoospermie. Une stérilité complète et irréversible. Le visage d'Arthur est devenu gris. Les veines de son cou palpitaient, sa mâchoire travaillait silencieusement. Le fondement même de son identité masculine s'effondrait, dans une ruelle sale, derrière un centre commercial. Rossi a vu chaque mot sur cette page. Il a vu Arthur fourrer le document dans la poche intérieure de sa veste, avec des mains tremblantes. Il a vu la terreur brute dans les yeux d'un homme puissant. Et, pour s'assurer sa promotion financée par les Vance, Rossi a enterré la vérité sur la stérilité d'Arthur, là, dans cette ruelle. Il l'a enterré profondément, et il n'a jamais regardé en arrière. Quand je suis rentré au domaine ce soir-là, tenant mon dossier médical vierge, comme une offrande prouvant que je faisais tout comme il fallait, Arthur ne m'a pas posé de questions sur mes résultats. Il était déjà en train de se verser un autre verre, son 4e de la soirée. Il riait bruyamment à une blague que Chloé avait faite sur la femme d'un sénateur, lors d'une réception mondaine. Ma belle-mère, Éléanore, était assise dans le fauteuil à oreilles, près de la cheminée. Les jambes croisées, ses bagues en diamant accrochant la lumière du feu, elle m'a jaugé avec un profond dégoût lorsque j'ai franchi le seuil. Elle m'a regardé de la façon dont un éleveur de chevaux regarde une jument qui n'a pas réussi à pouliner. Je suis resté là, tenant mon dossier médical, attendant qu'Arthur pose la question. Attendant qu'il montre une once de partenariat, une once de curiosité, à propos des tests que j'avais endurés seul. Il m'a simplement tourné le dos, remplissant le verre de vin de Chloé, avec un geste charmant et rodé. Dans ce silence glacial, entouré par des gens qui étaient censés être ma famille, j'ai plié mon dossier médical, et je l'ai enfermé dans mon coffre-fort personnel, dans le bureau. J'ai verrouillé mes émotions dans une chambre forte tactique, juste à côté. Je me suis convaincu que si je travaillais simplement plus dur, si je gagnais plus de citations, plus de médailles, plus de distinctions classifiées, je pourrais prouver ma valeur, au-delà de mon utérus. Je n'avais pas réalisé que ma discipline militaire,
ma capacité à avaler silencieusement la pilule pour le bien de l'unité, était exactement la faiblesse que la famille Vance allait exploiter pour me pendre. Les verrous que j'avais construits autour de moi, sont devenus les murs qu'ils ont attaqués de l'extérieur. Au cours des 5 années qui ont suivi, les ombres ont commencé à ramper dans ma lumière. Eleanor, terrifiée à l'idée qu'un mariage sans enfant n'entache l'image de père de famille d'Arthur lors de la prochaine course au poste de gouverneur, a mobilisé son empire médiatique financé par de l'argent occulte. Avec la précision d'une campagne militaire. Je marchais dans le grand foyer du Capitole de l'État lors d'une levée de fonds politique officielle, portant mon uniforme de cérémonie. Chaque pli était tranchant comme une lame, chaque ruban parfaitement aligné. L'air était lourd, saturé par l'odeur de la nourriture de traiteur haut de gamme, de l'agneau saisi et de l'huile de truffe. Mais en dessous, je pouvais sentir le parfum artificiel et écœurant que Chloé portait toujours. Une fragrance luxueuse et entêtante, qui annonçait sa présence comme une sirène d'alarme. Alors que je passais devant des groupes de l'élite politique, des épouses de sénateurs en perles et des lobbyistes en mocassins à 1000 €, les conversations se sont brusquement interrompues. J'ai senti leur regard toxique et plein de jugement me brûler le dos. Une douzaine de pères d'yeux me suivaient, comme si j'étais une intruse à la fête de mon propre mari. Chloé se tenait au centre d'un groupe d'épouses de sénateurs, tenant une flûte de champagne. Ses yeux brillaient de l'excitation prédatrice d'une brute de lycée, qui aurait enfin réussi à faire expulser la fille populaire. Elle a penché la tête vers ses femmes, ses lèvres bougeant rapidement, sa main libre faisant un geste dédaigneux vers le couloir que je venais d'emprunter. Elle les nourrissait d'un récit, brique par brique, tout en poison. Son envie maladive, pour le respect que j'imposais en uniforme, avait enfin trouvé une arme, plus létale que n'importe quelle autre qu'elle aurait pu acheter dans une boutique. Elle me dépeignait comme la méchante de mon propre mariage. Murmurant que j'avais choisi ma carrière au détriment de la famille, que j'étais froide, que j'étais brisée. Elle agissait en tant que bourreau complaisant d'Eleanor, en échange de la proximité avec les milliards des Vance, et du statut social qui les accompagnait. La campagne de chuchotement a rapidement muté en gros titres anonymes dans les tabloïds. Je me tenais dans mon bureau sécurisé au Pentagone, serrant le bord de mon bureau en acier si fort que mes jointures sont devenues blanches, en fixant les écrans d'information numérique fixés au mur. Un blog de ragots politiques sordides, le genre financé par des comités d'action politique obscurs élus par tous les agents politiques de Washington, venait de publier un article dévastateur à mon sujet. Le gros titre hurlait en lettres rouges et grasses, Sharon Morgan a détruit son foyer par ambition. Mes yeux ont dardé vers le deuxième paragraphe, où une source anonyme proche de la famille, sans aucun doute Chloé, dictant chaque mot depuis une adresse email jetable, était citée, enfonçant le couteau un peu plus profondément, c'est une machine militaire froide. Qui ne peut pas avoir d'enfant. J'ai senti le sang déserter mon visage. 2 jeunes analystes du renseignement, au poste de travail derrière moi, ont échangé un regard. J'ai contracté la mâchoire, refusant de les laisser voir mes mains trembler. J'ai gardé ma respiration tactique, inspiré sur 4 temps, bloqué sur 4, expiré sur 4. Le même rythme que j'utilisais avant d'investir un complexe ennemi. J'ai rivé mes yeux sur les rapports de mission classifiés posés sur mon bureau, compartimentant mentalement l'humiliation publique, la traitant comme de la propagande ennemie que l'on m'avait entraîné à ignorer. Mais cet ennemi n'était pas une puissance étrangère. Cet ennemi partageait mon nom de famille. Le poison se propageait plus vite que je ne pouvais l'ignorer. Le vice-amiral Richard Cole m'a convoqué dans son bureau du dernier étage, dans les 48 heures suivant la mise en ligne de l'article. Cole était un homme dont toute la carrière était un exercice d'équilibriste, consistant à éviter les scandales politiques civils et à protéger le budget de la Navy des vautours du Congrès. Alors que je me tenais au garde-à-vous devant lui, il a fait les 100 pas derrière son imposant bureau en acajou, son uniforme tendu sur ses épaules vieillissantes. Il ne m'a pas regardé avec compassion. Il m'a regardé comme un boulet logistique. Une ligne budgétaire qui menaçait tout son exercice fiscal. Une décennie plus tôt, il avait vu le budget de la défense être sabré par des politiciens en colère, en représailles d'un scandale de la Navy. Cela avait coûté la vie à des marins, lorsque des navires s'étaient retrouvés en sous-effectif et des équipements non réparés. Ce souvenir rendait son regard lourd de mise en garde, et sa posture rigide, figée par la peur institutionnelle. Il a jeté une copie imprimée de l'article de tabloïd sur son bureau. Les pages se sont étalées comme des pièces à conviction, lors d'une cour martiale. Il n'a pas défendu mon honneur. Il ne m'a pas demandé ma version des faits. Il m'a simplement dit, d'une voix dépourvue de toute chaleur,
que la Navy ne pouvait pas se permettre de mauvaises relations publiques, en pleine période budgétaire. Il m'a ordonné de faire profil bas, d'encaisser les coups, et de ne pas parler à la presse sous aucun prétexte. La trahison systémique de ma propre chaîne de commandement, le système pour lequel j'avais saigné, m'a piqué bien plus cruellement que les mensonges achetés et payés par Eleanor. Je suis sorti du bureau de l'amiral. Le col rigide de mon uniforme de cérémonie me semblait soudain être la corde d'un pendu, se resserrant à chaque déglutition. Je me suis réfugié dans les toilettes des officiers, au bout du couloir. Je me suis tenu devant le miroir, m'agrippant au lavabo en porcelaine jusqu'à en avoir mal au bras, et je me suis aspergé le visage d'eau glacée. Les gouttes ont coulé sur mes joues, comme ces larmes que je refusais absolument de verser. Mon téléphone a vibré sur le lavabo. Une nouvelle notification de déploiement. 6 mois, rattaché à une force opérationnelle du renseignement, au Moyen-Orient. J'ai fixé l'écran, puis mon propre reflet dégoulinant. J'ai commis une erreur tactique critique ce jour-là. J'ai choisi l'uniforme, plutôt que ma propre défense. Je n'ai pas couru vers la presse pour faire fuiter mes dossiers médicaux immaculés. Je n'ai pas hurlé sur Arthur pour qu'il défende sa femme. Je n'ai pas engagé d'avocat civil. J'ai ajusté mon col, j'ai redressé les épaules, et je suis ressorti pour commander mon unité de renseignement. Je croyais bêtement que ma compétence, mes médailles, et ma loyauté inébranlable envers la mission, agiraient comme un bouclier impénétrable contre leur commérage civil. J'étais un soldat menant une guerre asymétrique contre des milliardaires, totalement inconsciente qu'ils chargeaient déjà l'arme pour le coup de grâce. L'arme a atterri sur ma table à manger en marbre, pendant que j'étais à 10 000 kilomètres de là, à gagner des médailles dans la poussière, pour un pays qui ne me protégeait même pas de ses propres politiciens. Il y a 1 an, je suis rentré d'un déploiement exténuant de 3 mois dans les services de renseignement en Europe de l'Est. J'ai retrouvé une maison glaciale, et d'un silence angoissant. Pas de lumière aux fenêtres, pas de voiture dans l'allée. La chaleur avait disparu, aspirée hors de chaque pièce. Comme si la maison elle-même était morte, pendant que j'étais outre-mer. Au centre de la table à manger en marbre, alignée avec une précision de sociopathe, trônait une épaisse enveloppe marron. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Les papiers du divorce. La signature d'Arthur était déjà sèche, à l'encre bleue, au bas de la première page. Des lettres nettes et sûres d'elle. La signature d'un homme qui était déjà passé à autre chose, depuis des semaines. Eleanor se tenait près de l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle n'a pas prononcé un mot, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction aristocratique, prédatrice, qui m'a fait dresser les poils sur la nuque. Elle portait un chemisier en soie et des perles. Habillée pour une célébration, pas pour une confrontation. Elle était là pour assister personnellement à l'évacuation des ordures. Elle avait enfin réussi à purger le sang défectueux de sa lignée familiale. Mettant au rebut le soldat incapable de produire un héritier, comme on retourne une pièce d'équipement défectueuse au fabricant. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction. J'ai pris un stylo sur la table, un stylo à billes bon marché, laissé-la délibérément, et j'ai signé mon nom avec un crissement sec et grinçant, contre l'épais papier juridique. Les narines d'Eleanor se sont légèrement dilatées. Le seul signe prouvant que mon calme lui avait volé la crise de larmes à laquelle elle était venue assister. Je n'ai ressenti qu'un détachement froid et tactique. Mes émotions étaient enfouies si profondément sous mon entraînement opérationnel, que je n'aurais pu y accéder, même si je l'avais voulu. J'étais complètement ignorante de la trahison monstrueuse qui m'attendait, juste de l'autre côté de ces portes. Le couteau ne s'est pas contenté de se tordre. Il a explosé dans ma poitrine. J'ai regardé le journal télévisé du soir dans un silence de plomb, depuis mon modeste logement militaire temporaire, assise sur le bord d'un matelas fin, dans une pièce sans photo au mur ni vêtements civils dans le placard. Arthur ne m'avait pas seulement quitté. Il s'était installé directement dans le manoir tentaculaire de Chloé, dans la campagne de Virginie. Celui avec les colonnes blanches et la fontaine dans l'allée, qui semblait tout droit sorti d'une affiche de campagne politique. Et puis, quelques semaines plus tard, l'ultime coup de relations publiques a explosé sur toutes les chaînes. Chloé a donné naissance à un petit garçon. Les médias ont encensé Arthur et Chloé comme l'incarnation même de la résilience politique et du bonheur, diffusant des reportages à l'eau de rose sur une histoire d'amour née de l'adversité. Ils ont paradé avec l'enfant devant les caméras, le bébé enveloppé dans une couverture bleue, avec l'écusson de la famille Vance brodé dans le coin. Sécurisant ainsi l'image de père de famille d'Arthur pour les électeurs, en vue des prochaines primaires sénatoriales.
J'ai serré ma tasse de café en céramique si fort, que j'ai cru qu'elle allait se briser dans mon poing. Le goût amer et métallique du café froid s'est attardé sur ma langue, pendant que je regardais Arthur embrasser le front du bébé pour les caméras. Chloé s'était servie de sa grossesse, pour acheter sa place dans la dynastie Vance. Et Arthur, terrifié à l'idée que sa propre stérilité ne soit exposée, avait avidement accepté l'enfant d'un autre homme, pour maintenir son mensonge. Le pays tout entier regardait un conte de fées, bâti sur une biologie volée, et sur ma réputation détruite. J'ai arpenté les couloirs animés du Pentagone le lendemain matin, me sentant comme un fantôme. Dépouillé de mon existence civile, invisible pour tous ceux qui m'avaient un jour appelé collègue. J'ai croisé le commandant David Rossi près des salles de briefing. Rossi s'est arrêté net quand il m'a vu. Il a vu la dévastation gravée dans les poches sous mes yeux. Les joues creuses d'une femme qui n'avait pas fait de vrai repas depuis des jours. Il connaissait le sale secret d'Arthur. Il savait qu'Arthur tirait à blanc. Ce qui signifiait qu'il savait pertinemment que le parfait héritier Vance, à la télévision, était une impossibilité biologique absolue. Ce bébé ne pouvait pas être à Arthur. Rossi le savait avec une certitude absolue, car il s'était tenu dans cette ruelle, et avait vu Arthur lire le diagnostic de ses propres yeux. Mais le besoin désespéré de Rossi de maintenir ses connexions politiques financées par les Vance, sa terreur de retomber dans la pauvreté de la classe ouvrière, qui le réveillait encore en sueur froide, l'ont emporté sur la moindre once d'honneur militaire qui lui restait. Au lieu de me prendre à part dans ce couloir, au lieu de me dire la vérité qui m'aurait libéré de 6 ans de honte, Rossi a rapidement détourné les yeux. Il a serré ses dossiers contre sa poitrine, et s'est éloigné à pas rapides dans la direction opposée. Comme un homme fuyant une scène de crime. Je l'ai regardé décamper, enregistrant sa lâcheté avec un regard froid et analytique. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que la corruption n'était pas seulement une maladie civile. Elle avait infecté l'uniforme que je portais. Je suis retourné à mon bureau, et j'ai verrouillé la porte. J'étais absolument seul. Mon mari était parti. Ma meilleure amie m'avait volé ma vie, et élevait l'enfant d'un autre homme comme un faire-valoir politique. Et mes collègues étaient trop terrifiés par les retombées politiques pour me soutenir. J'ai ramassé les quelques photographies civiles que j'avais sur mon bureau. Des photos d'Arthur et moi à un bal de la Navy, son bras autour de ma taille, avec un sourire que je reconnaissais maintenant comme un masque. Un Noël au domaine, où Eleanor m'avait obligé à m'asseoir au bout de la table. Je les ai passées une à une dans le destructeur de documents, à côté de mon bureau. Les dents de la machine ont déchiqueté chaque visage souriant avec une finalité grinçante et satisfaisante, réduisant les mensonges en fines bandes blanches qui s'enroulaient et tombaient dans la corbeille, comme des confettis lors d'un enterrement. L'uniforme était la seule peau qu'il me restait. La seule identité qui n'avait pas été compromise par leurs mensonges. J'ai ouvert un nouveau dossier classifié sur mon ordinateur, et j'ai commencé à taper. Déversant chaque once de ma trahison, de ma rage et de mon chagrin dans la mission. Convertissant la douleur en indicateur de performance, et en excellence opérationnelle. J'ai fait un vœu silencieux à moi-même, dans cette pièce vide. Je grimperai les échelons si haut, je deviendrai si indéniablement compétente, que leur argent et leurs mensonges ne pourraient plus jamais m'atteindre. Mais Eleanor Vance observait déjà mon ascension. Se préparant à lancer la frappe qui allait, enfin, me forcer à partir en guerre. Plusieurs mois atrocement longs après le divorce, mon dévouement implacable et silencieux envers l'uniforme, a finalement porté ses fruits. J'ai été officiellement nominé pour le poste de commandant des renseignements de la base. Un poste qui me donnerait l'autorité sur des opérations classifiées, et une plateforme militaire publique. Je me tenais dans la salle de briefing du Pentagone, vêtu de ma tenue de cérémonie blanche. Je sentais une véritable fierté, durement gagnée, gonfler ma poitrine pour la première fois depuis des années. J'avais saigné pour ce poste dans des sites noirs à l'étranger, pendant qu'Arthur était occupé à poser pour des couvertures de magazines et à embrasser les bagues de ses donateurs. Je pensais que ma pure compétence avait enfin devancé leur sale mensonge. Je pensais que le système récompenserait ce que le système m'avait entraîné à être. J'avais tort. Alors que le briefing s'achevait, et que les officiers supérieurs commençaient à sortir, j'ai surpris le commandant David Rossi s'attardant près des lourdes portes en chêne. Ses yeux étaient rivés sur son téléphone, ses pouces tapant frénétiquement sous le bord de son dossier de briefing, pour que personne ne puisse voir l'écran. Sa terreur désespérée de replonger dans l'obscurité de la classe ouvrière, faisait de lui un chien de garde docile pour la famille Vance. Il envoyait un texto à Eleanor Vance,
l'alertant que la méchante stérile était sur le point d'obtenir une autorité militaire significative. J'ai regardé Rossi se faufiler hors de la pièce. Totalement ignorant que sa lâcheté était sur le point de déclencher la frappe, qui mettrait fin à mon silence militaire pour de bon. Eleanor ne pouvait tolérer mon succès. Si je devenais commandant, avec une tribune publique et un accès à des ressources classifiées, cela menacerait le fragile récit qu'elle avait construit autour de la parfaite nouvelle famille de son fils. Elle a déployé ses tentacules politiques profondément dans les comités budgétaires du Pentagone. Par le biais de comités d'action politique obscurs, de dons de campagne, et de menaces murmurées dans les arrière-salles du Sénat. Elle ne m'a pas attaqué directement. Elle n'en avait pas besoin. Elle a menacé les sénateurs qui comptaient sur ses fonds de campagne pour leur propre réélection, utilisant ces milliards pour amputer le prochain budget de la défense de la Navy, si cette officière scandaleuse était promue. Elle me voulait 6 pieds sous terre, définitivement dépouillée de la seule identité qu'il me restait. Les rumeurs de la menace sur le budget se sont propagées dans les couloirs du Pentagone, comme un virus dans une caserne. Les officiers subalternes ont cessé d'établir un contact visuel avec moi dans les couloirs. Les conversations s'éteignaient lorsque j'entrais à la cafétéria. Le système que j'avais juré de protéger, le système pour lequel j'avais sacrifié mon mariage, pliait rapidement le genou devant le chéquier d'une milliardaire. La convocation inévitable est arrivée comme un avis de décès. J'ai marché dans le bureau du dernier étage du vice-amiral Richard Cole, l'échine droite, avec des attentes déjà proches de zéro. La pénombre accusait chaque ride d'épuisement sur son visage vieillissant. Debout, silencieusement dans le coin de la pièce, se trouvait Rossi. Agissant comme le témoin bureaucratique muet de mon exécution. Les bras croisés, les yeux fixés sur un point du tapis. Cole m'a regardé. C'était un homme totalement vaincu par la politique. Il avait passé les années 90 à voir des opérations navales vitales être décimées par des politiciens en colère, coûtant la vie à des marins sur des destroyers en sous-effectif. Et ce souvenir hantait chacune de ses décisions. Il n'agissait pas par méchanceté. Il agissait par peur systémique. La même peur qui maintient chaque bureaucrate militaire dans le rang. Il a pointé un doigt tremblant vers le dossier de commandement sur son bureau en acajou. Le dossier avec mon nom sur l'étiquette. Sharon, je ne peux pas risquer tout le budget de la flotte pour un seul individu. Ils nous tiennent à la gorge. Votre nom doit être rayé. Cole a détourné le regard, incapable de croiser mes yeux. Dans le coin, Rossi a laissé échapper un soupir de soulagement à peine audible. Sa promotion financée par les Vance était désormais sécurisée. Sa lâcheté, une fois de plus, récompensée par le système. La trahison était totale. Chaque institution que j'avais servie, chaque chaîne de commandement que j'avais honorée, s'était effondrée comme un château de cartes à l'instant où une milliardaire avait agité son chéquier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas salué. J'ai tourné les talons et je suis sorti du bureau. Le silence dans mon sillage était plus lourd que n'importe quelle explosion à laquelle j'avais survécu outre-mer. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au parking souterrain, dans un état de choc clinique. Regardant les numéros d'étage défiler sur le panneau, chacun représentant une année de service qui venait d'être effacée. Chaque goutte de sang que j'avais versée pour ce pays, chaque insulte que j'avais avalée de la part d'Arthur et Chloé pour protéger l'image de la Navy, venait d'être balayée par la menace d'une milliardaire. Je suis sorti du garage en béton, sous une pluie fine et glaciale. Le froid m'a frappé le visage comme une gifle, chaque goutte nette et précise. Et mon esprit tactique s'est brusquement recentré, avec une lucidité absolue. J'ai serré mes clés de voiture si fort, que le métal m'a mordu la paume, traçant une fine ligne de pression qui a agi comme une décharge électrique gravée dans ma peau. J'ai réalisé une vérité terrifiante, et libératrice, l'uniforme ne pouvait pas me protéger de l'argent sale. Et mon silence militaire n'était pas un bouclier. C'était une cible peinte dans mon dos. Si je continuais à endurer ça, je perdrais tout. Ma carrière, ma dignité, mon nom. Le temps du bon soldat était révolu. Il était temps de passer à l'attaque. La pluie glaciale sur mon visage a fusionné, le lendemain matin, avec l'éclairage froid et fluorescent d'un cabinet d'avocats du centre-ville. Je n'avais pas dormi de la nuit. Je suis entré aux premières lueurs de l'aube. La posture rigide, de gros cernes sous les yeux que je n'avais pas pris la peine de cacher. J'ai fait tomber un énorme dossier, lourdement caviardé, sur le bureau de Marcus Thorne. Un ancien membre du corps des avocats de l'armée, reconverti en redoutable avocat civil.
Le bruit sourd a fait trembler les stylos dans son pot. Le dossier contenait chaque article à charge dans les médias, chaque citation anonyme traçable jusqu'à Chloé, la chronologie documentée du chantage budgétaire d'Eleanor, les modèles de communication suspects de Rossi, et une chronologie sur 6 ans de destruction de réputation coordonnée. Un jeune associé présent dans la pièce a jeté un regard nerveux au dossier, a reconnu le nom Vance imprimé sur l'un des onglets, et s'est rapidement excusé en marmonnant quelque chose à propos d'une réunion. Terrifié par les retombées politiques, Marcus n'a pas scié. Il a ouvert le dossier avec une précision méthodique. Le bruissement net du papier a résonné dans la pièce aseptisée, qui sentait l'eau de Javel et le vieux café. Ses yeux parcouraient les documents à la vitesse d'un homme qui avait attendu une affaire comme celle-ci, toute sa carrière. Je n'ai pas eu besoin de supplier ou d'expliquer mon innocence. J'ai simplement pointé du doigt le schéma coordonné de diffamation qui m'avait coûté un commandement dans la Navy. Je lui demandais de sauter sur une mine antipersonnelle politique avec moi, et j'avais besoin de savoir s'il en avait le cran. Marcus a refermé le dossier lentement. Sa mâchoire était verrouillée si fort, que les muscles tressaillaient visiblement sous sa peau. Son point d'ancrage émotionnel s'est ravivé instantanément. Des décennies plus tôt, en tant que jeune lieutenant fraîchement sorti de la faculté de droit, il avait vu son officier commandant, un capitaine décoré qui n'avait jamais commis la moindre infraction, endosser la responsabilité pour un entrepreneur civil corrompu. Qui avait soudoyé 3 responsables du Pentagone. Marcus s'était tenu dans la salle d'audience, impuissant. Regardant la carrière d'un homme bien se faire déchiqueter, pour protéger les profits d'un civil. Ce traumatisme avait forgé sa haine absolue, pour les politiciens qui utilisaient les militaires comme des pions jetables. Il savait que prendre mon affaire était un suicide professionnel. Il savait que les hauts gradés du Pentagone essaieraient de le briser, de le réaffecter à un avant-poste oublié, de l'enterrer sous la paperasse. Il m'a regardé droit dans les yeux, le feu d'un vrai soldat intègre brûlant intensément dans son regard. Il a fait claquer son stylo d'un coup sec et décisif, qui a résonné dans la pièce calme comme l'armement d'un percuteur. Nous déposons une plainte civile pour diffamation et atteinte à la réputation, visant directement la famille Vance, a-t-il déclaré, d'une voix basse et dangereuse, qui promettait une destruction absolue. Nous n'irons pas voir la presse. Nous les traînons devant un tribunal, où leur argent ne pourra pas réécrire les faits. Nous avons déposé les documents cet après-midi-là. La plainte s'est abattue sur le domaine Vance comme un obus de mortier en plein milieu d'une garden party. Grâce à mes canaux de renseignement officieux, j'ai surveillé les retombées avec une froide satisfaction professionnelle. Eleanor est devenue complètement folle. Sa façade aristocratique et intouchable s'est fissurée, pour la première fois de sa vie de milliardaire. Elle a immédiatement appelé David Rossi en urgence. Je pouvais facilement imaginer Rossi assis dans son bureau du Pentagone, en hyperventilation. Tandis qu'Eleanor hurlait dans le téléphone, sa voix perçante transformant son écouteur en arme, menaçant de lui retirer chaque centime de soutien politique s'il ne m'arrêtait pas. Terrifié à l'idée de perdre son fragile statut, Rossi s'est démené pour lancer une contre-offensive depuis l'intérieur du Pentagone. Il a abusé de son accès au dossier du personnel classifié, tentant de fabriquer un faux dossier disciplinaire contre moi. Affirmant que mon procès était une distraction pour la préparation militaire, et une violation du bon ordre. Rossi agissait comme un rat acculé, essayant désespérément de construire un mur de paperasserie militaire pour protéger la milliardaire qui tenait sa laisse. Plus tard dans la semaine, Rossi a fait irruption dans mon unité de renseignement. Flanqué de 2 jeunes officiers nerveux, qui auraient manifestement préféré être n'importe où ailleurs. Il tenait son faux dossier d'enquête préliminaire dans une chemise si neuve, que le pli était encore coupant. Il a essayé de bomber le torse, tentant d'utiliser son grade pour m'intimider et me forcer à abandonner la procédure civile. Je suis resté assise à mon bureau. Les mains parfaitement croisées devant moi. Je ne me suis pas mise au garde à vous. Je n'ai même pas scié. J'ai regardé Rossi, voyant à travers l'uniforme le lâche tremblant et peu sûr de lui qui se cachait en dessous. Le garçon du mauvais côté des rails, qui avait vendu son honneur pour une plus belle voiture, et un bureau dans les étages. J'ai pris une lente inspiration tactique. Je lui ai dit, d'une voix qui était à peine un murmure, que s'il poursuivait une enquête militaire frauduleuse, je ferais citer à comparaître ses journaux de communication avec Eleanor Vance. Chaque texto, chaque appel, chaque email crypté qu'il croyait disparu. Rossi est devenu blanc comme un linge. Les 2 jeunes officiers derrière lui ont échangé un regard paniqué. Il a réalisé trop tard,
qu'une fois qu'un soldat a dégoupillé une grenade, on ne détourne pas le regard. J'étais prête pour l'explosion, et j'allais m'assurer que la famille Vance reçoive tous les éclats. Mais avant que je ne vous révèle le piège juridique brutal que nous avons tendu à la famille Vance. Prenez un instant pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Mais uniquement si vous croyez qu'il faut se battre contre les familles toxiques. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. La déposition préliminaire a eu lieu dans une salle de conférence sous haute surveillance, au tribunal civil. Le genre de pièce sans fenêtre et aux murs épais, conçu pour étouffer les cris de la destruction légale. Arthur est entré, flanqué de 3 avocats d'affaires hors de prix en costumes anthracite assortis, leurs porte-documents luisant sous les néons. Il portait un costume italien sur mesure qui coûtait plus cher que le salaire annuel d'un marin. Ses boutons de manchette en or accrochaient la lumière, tandis qu'il ajustait ses manches avec l'arrogance décontractée d'un homme convaincu que l'argent pouvait semer la vérité. Assise juste derrière lui, tirant les ficelles avec des mains invisibles, se trouvait Eleanor. Son collier de diamants valait plus que la plupart des pensions des officiers. Ses yeux irradiaient d'un mépris aristocratique pur, à chaque fois qu'elle jetait un regard à mon uniforme. Arthur a répondu à notre plainte, avec l'arrogance stupéfiante d'un narcissique à qui l'on n'avait jamais dit non de toute sa vie. Lorsque Marcus l'a pressé sur l'origine des rumeurs concernant ma stérilité, Arthur s'est penché vers le microphone avec un petit sourire narquois, qui a fait tressaillir l'index de ma main droite contre ma cuisse. Il m'a regardé avec un dédain total. Son ego fragile était désespéré de maintenir le mensonge selon lequel il était le parfait héritier génétique des Vance. Je ne l'ai pas diffamé. J'ai juste dit la vérité. Elle est devenue stérile suite à un traumatisme sur le champ de bataille. Il a ricané, jetant un coup d'œil en arrière vers Eleanor, persuadé que sa richesse et son statut politique rendaient ses mensonges juridiquement intouchables. Eleanor lui a adressé un petit signe de tête approbateur. Une reine satisfaite que son roi ait fait du bon travail. Marcus n'a pas discuté. Il n'a pas fait d'objection. Il n'a pas haussé la voix, ni frappé du poing sur la table. Il s'est contenté de sourire. Un sourire prédateur et terrifiant, que seul un avocat chevronné qui vient de piéger sa proie peut arborer. Le genre de sourire qui pousse les avocats de la défense à chercher leur verre d'eau. Alors que nous sortions du tribunal, les lourdes portes en bois se refermant derrière nous avec un boom résonnant, Marcus a ajusté son porte-document, les yeux brillants d'une satisfaction mortelle. Il vient de se passer la corde au cou, m'a-t-il murmuré. Se penchant assez près pour que je puisse sentir le café noir dans son haleine. S'assurant que les avocats des Vance qui nous suivaient, ne puissent pas entendre. En affirmant que ma stérilité était un fait médical documenté et plutôt qu'une simple rumeur, Arthur avait légalement ouvert la porte. Il avait fourni à Marcus la justification exacte dont il avait besoin, pour demander à un juge fédéral de citer à comparaître l'intégralité du dossier médical civil d'Arthur, afin de prouver ses dires. S'il affirmait que ma stérilité était un fait médical, le tribunal avait désormais tout à fait le droit d'exiger les preuves médicales, y compris les siennes. Mais mon esprit tactique a vu la faille immédiatement. De la même façon que je repérais les points d'embuscade sur une carte topographique. Une assignation à comparaître prend des jours à être traitée par les canaux judiciaires. Les hommes de main d'Eleanor déchiquetteraient le dossier de diagnostic d'azoospermie d'Arthur de cette clinique privée en quelques heures, s'ils réalisaient que le piège s'était refermé. Nous avions besoin du nom de la clinique immédiatement. Et il n'y avait qu'un seul maillon faible qui le connaissait. Je n'ai pas attendu les rouages lents de la justice. Ce soir-là, chaussé de mes bottes de combat et de mon uniforme de terrain, j'ai contourné les sorties principales du Pentagone, et je me suis glissé dans les ombres du parking souterrain sombre et résonnant. Un labyrinthe de béton, de piliers et de lumière au sodium vacillante, qui sentait le gaz d'échappement et la vieille huile. Je connaissais l'emploi du temps de David Rossi sur le bout des doigts. Je traquais ses habitudes depuis des semaines. J'ai entendu le tapotement rythmé de ses chaussures cirées avant de le voir. Le cliquetis distinctif du cuir cher sur le béton. La démarche d'un homme qui s'habillait au-dessus de ses moyens. Il marchait vers sa berline de luxe. Une voiture noire rutilante, achetée avec l'argent politique des Vance. Il cherchait ses clés à tâtons, regardant constamment par-dessus son épaule. Comme s'il pouvait sentir le viseur se poser sur son dos. L'odeur aigre de sa sueur de peur m'est parvenue avant lui. L'odeur âcre d'un homme dont la conscience le dévorait de l'intérieur. Il savait que l'empire d'Eleanor était attaqué, et la perspective terrifiante de perdre son statut et d'être exposé comme un imposteur, le mettait au bord de la crise de panique.
Alors qu'il tendait la main vers la poignée de la portière, je suis sorti de derrière le pilier en béton bloquant sa fuite. Rossi a eu le souffle coupé. Ses clés de voiture sont tombées sur le béton avec un fracas métallique, qui a résonné dans le parking vide. Ses yeux se sont écarquillés, de la terreur lâche d'un homme qui réalisait soudain qu'il ne faisait pas face à un politicien dans une salle de conférence, mais à un officier de renseignement entraîné, dans un parking sombre. Il a ouvert la bouche pour appeler la sécurité, mais j'ai bougé avec une précision mortelle. Je l'ai attrapé par le col de son uniforme, et je l'ai plaqué fermement contre le pilier en béton froid. L'impact lui a coupé le souffle. Je n'ai pas crié. Je me suis penché près de lui, envahissant son espace, mon visage à quelques centimètres du sien. Ma voix empreinte d'une autorité absolue et glaçante, soit vous avouez la vérité sur la visite d'Arthur à la clinique il y a des années, soit vous ferez face à une cour martiale pour complicité. Rossi s'est complètement brisé. L'illusion de son armure politique a volé en 1000 morceaux. Tremblant violemment contre le béton, la sueur coulant sur ses tempes, il a craché l'adresse exacte, et le nom de la clinique privée où Arthur avait reçu son diagnostic d'infertilité il y a 7 ans. Il m'a tout donné. Le nom du médecin, la date, la ruelle. J'ai relâché mon étreinte, et il a glissé le long du pilier jusqu'au sol du garage, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. La bombe à retardement était désormais armée, et la famille Vance se tenait pile dessus. 8 jours après que j'ai fait craquer Rossi dans le parking, les tactiques d'obstruction juridique de la famille Vance se sont complètement effondrées. J'étais assise à mon bureau, examinant des dossiers classifiés avec la concentration disciplinée d'une femme qui avait appris à compartimenter le chaos. Quand mon téléphone personnel s'est mis à vibrer sans relâche contre la surface vitrée. Des dizaines de textos entrants de Chloé. Sur les flux d'actualité qui défilaient silencieusement sur mes écrans, je pouvais voir Arthur et Chloé sur une scène de campagne. Saluant les électeurs. Arthur brandissant le bébé comme un accessoire, sous une pluie de confettis. Mais derrière ce sourire de façade à la télévision, Chloé était en train de craquer. Elle savait que Marcus avait obtenu l'assignation à comparaître pour la clinique privée. La réalisation terrifiante que, sans son mensonge de bébé parfait, elle n'était qu'une fraude manipulatrice qui serait rejetée dans l'oubli, dépouillée du manoir, de la garde-robe de créateur et du nom de famille Vance, la rendait folle. Son message a clignoté sur mon écran, dégoulinant de la fausse victimisation qu'elle utilisait toujours comme une arme, chaque fois qu'elle était acculée. Sharon, s'il te plaît, arrête. Ça va détruire l'avenir du bébé. J'ai fixé l'écran. Elle n'essayait pas de protéger un enfant innocent. Elle était terrifiée à l'idée qu'Eleanor découvre qu'elle avait introduit la génétique d'un autre homme dans la lignée milliardaire des Vance. Terrifiée du jour où l'ADN ne correspondrait pas. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le message d'un seul geste, en la regardant sourire de manière crispée sur l'écran de télévision, à l'autre bout de la pièce. Le sourire d'une femme qui savait que le sol sous ses pieds était sur le point de se dérober. 1 heure plus tard, le capitaine Marcus Thorne est entré dans mon bureau. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. L'expression de son visage disait tout. Il s'est contenté de poser silencieusement une épaisse enveloppe scellée, portant le sceau de la clinique privée, sur mon bureau. La plaçant précisément devant moi. J'ai pris un ouvre-lettre et je l'ai ouverte d'un geste net et chirurgical. Le papier croustillant a glissé entre mes mains. C'était là. Le dossier médical officiel, tamponné et signé par le médecin traitant. Confirmant le diagnostic d'azoospermie sévère d'Arthur Vance, datant d'il y a 7 ans. La faute n'avait jamais été mienne. Mon utérus n'était pas cassé. J'avais enduré 6 ans d'humiliation publique. 6 ans à me faire traiter de femme stérile et défectueuse, pour un mensonge que mon ex-mari connaissait depuis le tout début. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai senti un énorme rocher invisible se soulever de ma poitrine. Un poids si lourd, que j'avais oublié ce que ça faisait de respirer sans. J'ai tracé l'encre noire avec mon pouce, sentant le relief du tampon de la clinique, enfoncé dans le papier. Arthur savait. Eleanor s'en doutait probablement. Rossi l'avait confirmé. Ils avaient tous laissé le monde entier me qualifier de monstre défectueux, juste pour protéger la masculinité fragile d'Arthur, et ses résultats dans les sondages politiques. La cruauté purement sociopathique de la chose a durci mon cœur. Jusqu'à le transformer en un bloc de glace. Mais Marcus et moi savions tous les deux, que le dossier médical seul ne suffirait pas à détruire définitivement leur machine politique. Eleanor pourrait encore le présenter comme un fait nouveau,
Prétendre que le diagnostic était tombé après le divorce. Engager une armée de spécialistes en relations publiques pour brouiller la chronologie. J'avais besoin de l'explosif final. La seule pièce à conviction qui ferait s'effondrer le récit entier des Vance sur lui-même. Comme une démolition contrôlée. En utilisant des canaux militaires sécurisés, j'ai fait suivre un dossier de renseignement lourdement crypté au major Julian Hay, actuellement stationné dans une base de marine en Caroline du Nord. Je l'ai regardé ouvrir le fichier via notre liaison vidéo sécurisée. Julian était assis dans son bureau spartiate de la caserne. La mâchoire serrée, les épaules portant encore la poussière du désert d'un homme qui n'était jamais tout à fait rentré chez lui. Son ancrage émotionnel s'est ravivé instantanément. Il était dans le désert, serrant un téléphone satellite avec des mains gercées par le sable, quand Chloé l'avait appelé 2 ans plus tôt, pour lui dire qu'elle avait perdu le bébé. Il s'était effondré sur le sable brûlant derrière un mur anti-souffle en béton, pleurant un enfant qu'il croyait mort. Pendant que son escouade attendait qu'il reprenne ses esprits. Maintenant, il fixait la chronologie sur son écran. La grossesse de Chloé s'alignant parfaitement avec sa permission de déploiement, croisée avec l'infertilité confirmée d'Arthur. La vérité, insoutenable, l'a frappé comme un train de marchandises. Cet enfant à la télévision, l'héritier Vance, le bébé enveloppé dans la couverture monogrammée. C'était son sang. Chloé lui avait volé son fils. Elle l'avait regardé droit dans les yeux, lors d'un appel vidéo depuis une zone de guerre, et lui avait dit que le bébé était mort. Alors qu'elle portait son enfant, pour aller la porter directement dans les bras d'un autre homme. Je n'ai pas eu besoin de donner un ordre à Julian. J'ai vu la mâchoire du marine se verrouiller, ses yeux se plisser, son poing se serrer sur le bord de son bureau. Il était prêt à partir en guerre, pour le sang qu'on lui avait volé. Julian a immédiatement fait faire un test ADN privé, en utilisant une tétine récupérée par mes agents lors d'un rassemblement électoral des Vance. Ce n'était pas encore recevable devant un tribunal, mais cela lui a donné la certitude biologique absolue dont il avait besoin, pour faire voler leurs mensonges en éclats. Le piège était maintenant complètement tendu. Tous les explosifs étaient câblés, sous les fondations de l'Empire Vance. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, en fixant le calendrier sur mon mur. La date du procès pour notre plainte civile en diffamation, était prévue en plein milieu du sprint final crucial d'Arthur pour le Sénat de l'État. Il pensait que ce serait une audience de règlement à l'amiable discrète. Une occasion pour Eleanor de jeter de l'argent sur le problème, de me faire signer un accord de confidentialité avec une clause de silence, et de me faire un chèque à 6 chiffres. Il se trompait lourdement. Je n'allais pas dans cette salle d'audience pour négocier. J'allais dans cette salle d'audience pour les exécuter, en direct à la télévision. Et j'allais amener avec moi le sens de l'honneur de toutes les forces armées des États-Unis. Le jour du jugement est arrivé. Le tribunal civil était bondé de journalistes, leurs caméras crépitant comme des lumières stroboscopiques dans une zone de combat. Au tout dernier rang, assis de manière anonyme en vêtements civils avec le col relevé, se trouvait le vice-amiral Cole. Attiré par les ondes de choc politique qui se propageaient déjà à travers le Pentagone. À la table de la défense, Arthur et Eleanor étaient assis, avec une posture parfaite. Arborant leur faux sourire confiant. Toute leur équipe d'avocats disposée autour d'eux, comme une forteresse de costumes hors de prix. Arthur a ajusté sa cravate en soie à 1000 €. Totalement inconscient de la mine antipersonnelle enterrée sous le parquet ciré. Derrière eux était assise Chloé, mais sa façade s'effritait. Elle avait l'air nauséeuse. Son teint était gris sous son maquillage. Ses mains tremblaient, alors qu'elle serrait son sac à main de créateur si fort que le cuir en grinçait. Je me suis assise à côté de Marcus Thorne, à la table des plaignants. Je portais mon uniforme de cérémonie. Chaque ruban et chaque médaille sur ma poitrine étincelaient sous les lumières crues de la salle d'audience. Ma colonne vertébrale était forgée dans l'acier. J'ai regardé directement Eleanor, de l'autre côté de l'allée. Sa certitude absolue que son statut de milliardaire la rendait intouchable par un vulgaire soldat, irradiait de son petit sourire condescendant. Elle pensait que c'était un jeu. Un procès agaçant, qu'elle pourrait balayer d'un simple coup de fil. Elle allait apprendre que c'était une exécution. Le juge a rappelé la salle à l'ordre. La galerie est devenue silencieuse. Le genre de silence qui précède une détonation. Marcus n'a pas fait les 100 pas. Il n'a pas réchauffé le jury avec des amabilités. Il a attaqué, avec la précision d'une frappe de drone. Il s'est levé, a attrapé le lourd dossier médical,
et l'a claqué sur le projecteur de preuve avec un bruit de coup de feu, qui a fait sursauter la moitié de la salle. Le sceau officiel de la clinique a clignoté sur les immenses écrans montés de chaque côté de la salle d'audience. Le diagnostic accablant, affiché en noir et blanc clinique pour toutes les caméras de la pièce. Arthur Vance est stérile depuis 7 ans. Il a délibérément calomnié un officier de la marine, pour dissimuler son propre défaut. La voix de Marcus a tonné, rebondissant sur les murs lambrissés de chaînes comme des tirs d'artillerie. La salle d'audience a explosé dans un chaos absolu. Les journalistes se sont jetés sur leur téléphone. Leurs doigts volant sur les écrans, pour Twitter la destruction en direct. Le visage d'Arthur s'est vidé de toute couleur, sa mâchoire s'est décrochée. Son masque politique fondant sur son visage, alors que la menace ultime à sa masculinité était diffusée au monde entier, en temps réel. Eleanor a bondi sur ses pieds, renversant sa chaise avec un crissement strident contre le sol en marbre. Sa prestance aristocratique volant en éclats, pour laisser place à une hideuse panique. Ses mains ont griffé l'air en signe de déni. Ses bagues en diamant clignotant sous les lumières du tribunal, comme des signaux de détresse. C'est de la calomnie. D'où vient mon petit-fils parfait, alors? A-t-elle hurlé. Sa voix se brisant sur le dernier mot, préparant involontairement le terrain pour sa propre destruction totale. Elle venait de poser la seule question, qu'elle n'aurait jamais, au grand jamais, dû poser dans une pièce remplie de journalistes et de caméras en train de tourner. À cet instant précis, les lourdes doubles portes au fond de la salle d'audience se sont ouvertes avec un fracas, qui a réduit au silence chaque voix dans la galerie. Le major Julian a descendu l'allée centrale. Ses bottes de combat résonnant comme un glas, contre le sol en marbre. Il portait son uniforme de cérémonie, la poitrine couverte de décorations de combat. Le visage taillé dans la pierre et la fureur. La foule s'est écartée instinctivement devant le marine enragé. Il a ignoré les journalistes, les avocats, les agents de sécurité. Et a marché droit vers la table de la défense. Tenant les résultats ADN privés, d'un laboratoire certifié, dans son poing serré. Il a pointé son doigt directement sur Chloé. Cet enfant est de mon sang. Et j'exige un test ordonné par le tribunal immédiatement. Julian a rugi. Sa voix faisant trembler les fondations même de la pièce, rebondissant sur le plafond voûté. Il s'est tourné pour faire face à la galerie, les yeux brûlants de la rage d'un père trahi. Un marine qui avait pleuré une fausse couche fantôme, dans un désert à des milliers de kilomètres de l'enfant qui était bien vivant, et qu'on paradait à la télévision, sous le nom d'un autre homme. Chloé m'a menti pendant que j'étais déployé au Moyen-Orient. Et Arthur Vance. Il connaissait la vérité, mais a volontairement joué le dindon de la farce pour créer une façade politique, afin de tromper les électeurs. La dynastie Vance s'est effondrée en temps réel, sous mes yeux. Comme un immeuble qu'on démolit étage par étage. Arthur s'est effondré sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains tremblantes. Sa carrière politique, morte et enterrée, sous les décombres de ses propres mensonges. Chloé sanglotait de façon incontrôlable. Son mascara coulant entraînait noir sur son visage, réalisant qu'elle venait de perdre le style de vie de milliardaire pour lequel elle avait vendu son âme. Eleanor a hurlé de déni. S'effondrant à genoux sur le sol du tribunal, en réalisant que sa pure lignée, la dynastie qu'elle avait passé une vie et 1 milliard d'euros à construire, était une pure invention. La matriarche milliardaire était totalement impuissante face aux faits empiriques, face à la science, face à la seule chose que son argent ne pourrait jamais réécrire, l'ADN. Depuis le fond de la salle, le vice-amiral Cole observait le massacre. Un regard profond de prise de conscience traversant son visage buriné. Le regard d'un homme qui venait de comprendre le véritable coût de la compromission. Je n'ai pas souri. Je me suis levé lentement, ajustant les plis nets de mon uniforme. J'ai regardé de haut Eleanor, qui me fixait depuis ses genoux avec des yeux écarquillés et terrifiés. C'était la première fois de sa vie qu'elle levait les yeux vers un soldat. J'ai asséné le coup de grâce. Ma voix fendant les cris chaotiques des journalistes, comme une balle de sniper, la vérité ne porte pas de costume hors de prix, madame. Elle attend juste un soldat, assez courageux pour poser les bonnes questions. Les conséquences du procès ont été rapides, et d'une ampleur brutale. L'empire politique des Vance a été réduit en cendres fumantes, en moins de 48 heures. J'ai regardé la conférence de presse d'Arthur annonçant son retrait, à la télévision, dans le bureau d'avocat militaire de Marcus. Tous deux debout, les bras croisés, alors que son visage humilié remplissait l'écran.
Il a été contraint de se retirer de la course au Sénat dans une honte totale et humiliante. Son visage s'est retrouvé placardé dans tous les late-night shows humoristiques, et tous les segments de commentaires politiques du pays. Des agents fédéraux ont perquisitionné les bureaux de la société d'Eleanor 3 jours plus tard, lançant une enquête massive sur ses fonds de campagne occultes, sur la base des anomalies financières que Marcus avait découvertes lors de l'investigation préalable. J'ai reçu un texto de Marcus, avec une simple photo des camions du FBI garés devant la tour de verre d'Eleanor. Chloé s'est retrouvée assise dans un sinistre tribunal de la famille, sanglotant dans mouchoir après mouchoir, alors qu'elle faisait face à Julian, l'homme qui représentait la colère de chaque soldat trahi, à qui l'on avait menti depuis une zone de guerre. Le juge a accordé à Julian la garde exclusive de son fils, coupant définitivement Chloé de la fortune des Vance, et de l'enfant qu'elle avait utilisé comme ticket d'or. Quant au commandant David Rossi, son enquête fabriquée de toutes pièces lui a explosé au visage, à la minute où Marcus a soumis ses journaux de communication au tribunal militaire. Il a été immédiatement démis de ses fonctions, escorté hors de la base par la police militaire, et jeté dans une cellule de détention, en attendant une sévère cour martiale pour falsification de documents militaires et complicité dans une dissimulation civile. Les lâches et les menteurs avaient enfin payé la note. Une semaine plus tard, je me tenais au garde-à-vous dans le bureau du dernier étage du vice-amiral Cole. La lourde et oppressante tension de notre dernière rencontre avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus inconfortable pour lui, le poids de la responsabilité. Cole m'a regardé, n'agissant plus comme un politicien terrifié protégeant un budget, mais comme un vrai marin, qui venait d'être témoin du coup dévastateur, d'avoir compromis son honneur pour une simple convenance politique. Il a pris son stylo, et a signé les ordres officiels de réintégration sans la moindre hésitation, l'encre glissant sur le papier d'un seul trait ferme et décisif. Il me les a tendus, s'arrêtant un instant pour me regarder dans les yeux. Il n'a pas offert d'excuses grandiloquentes. Il n'a pas cherché d'excuses. Mais son hochement de tête était une reconnaissance absolue, de la défaillance du système et de ma résilience inébranlable. J'ai pris les ordres, sentant l'immense poids, durement gagné, du poste de commandant des renseignements de la base, se poser à nouveau sur mes épaules, là où il devait être. L'armée m'avait fait défaut, mais je l'avais forcé à corriger le tir. Je suis rentré à mon appartement, fonctionnel et dépouillé. Il était enfin temps de purger le fantôme de la famille Vance de ma vie, de façon permanente. Je me suis assise à mon bureau. J'ai rédigé une lettre d'une seule phrase de 2 lignes, rompant formellement tout lien légal et personnel avec Arthur et Eleanor. Et je l'ai scellée dans une enveloppe. Pas d'explication. Pas d'adieu. Juste 2 phrases, et une signature. Je suis allé dans ma salle de bain, et je me suis tenu devant le miroir. J'ai regardé la montre coûteuse incrustée de diamants, qu'Arthur m'avait offerte il y a des années. La montre que j'avais portée au gala. Celle dont le tic-tac avait égrené le compte à rebours jusqu'à la destruction de leur empire. Pendant 6 ans, cette montre avait été le symbole de mon endurance silencieuse et étouffante. Une magnifique cage attachée à mon poignet. Je l'ai défaite. Je l'ai tenue pendant une dernière seconde, sentant son poids. Me souvenant de l'horloge de parquet, du bourbon, du bureau claqué, des brochures, de la ruelle, de la clinique, des mensonges. Je l'ai lâchée, droit dans la poubelle. Le bruit lourd du métal heurtant le fond, a résonné dans la pièce silencieuse. Un bruit qui ressemblait exactement à celui de la porte d'une prison se refermant derrière moi. J'étais enfin, vraiment, libre. J'ai mis ma casquette d'officier impeccable, et j'ai ajusté mon col dans le miroir. Je suis sorti de mes quartiers, dans l'air vif et mordant du matin. La douce lumière dorée du lever du soleil a frappé mon visage, faisant fondre les derniers vestiges de l'hiver de 6 ans que j'avais enduré. J'ai marché jusqu'au pupitre au centre de la base de renseignement, pour prendre officiellement mon commandement. J'ai regardé l'océan de troupes, les regardant se mettre au garde-à-vous dans un salut parfaitement synchronisé. Le son de 100 mains frappant sans sourcil, à l'unisson. La discipline de fer qui avait autrefois été ma prison, était finalement devenue mon salut. Il ne m'avait pas brisé. Il m'avait simplement forgé en quelque chose de bien plus dur. À partir d'aujourd'hui, je vivrai ma vie pour moi-même. Gouverné par mon propre honneur, et ne pliant devant personne. Avant de terminer, si ce périple pour tenir tête à la manipulation toxique vous a apporté un peu de paix, prenez un instant pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne.
J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires. Comment avez-vous fini par tracer la limite et reprendre votre vie en main?